Ils vous ont menti sur à peu près tout. Ils vous ont menti sur les masques. Le gouvernement vous a dit qu'il y avait des stocks, mais qu'ils étaient inutiles. Puis qu'ils étaient indispensables, mais qu'on n'avait pas de stock. Ils ont fait mentir les chiffres en brandissant chaque jour un nouvel indicateur toujours plus anxiogène. Depuis le début de l'année, le Covid-19 a fait 56 000 morts en France, soit 3 fois plus qu'en Allemagne, et ce, parce que nous avons fermé 69 000 lits d'hôpitaux en 15 ans. Le gouvernement a osé affirmer qu'aucun malade n'avait été abandonné, alors que nos anciens, nos parents, nos grands-parents ont été privés de soins et d'hospitalisation, condamnés à une mort couronnée de solitude. Ils vous ont menti sur le professeur Raoult, parce qu'il ne fait pas le jeu des grands laboratoires. Le vaccin avec ARN messager ne serait pas un vaccin à proprement parler. Pour le professeur et infectiologue Christian Perron, c'est de la thérapie génique sur laquelle nous n'avons aucun recul. Une aubaine pour des laboratoires pharmaceutiques qui n'auront même pas à payer leurs potentiels dommages irréversibles. TV Liberté défend la vérité. Aidez-la. Il est ancien député, il est député européen et président de la délégation française du groupe Identité et Démocratie. Jérôme Rivière, bonjour. Bonjour. Le groupe Identité et Démocratie rassemble les élus de la droite de la liste Bardella-Le Pen. C'était aux européennes de 2019, plus de 12 mois finalement après cette échéance électorale, après votre installation. Un petit bilan d'étape. D'abord, on a un groupe qui aujourd'hui est le premier groupe de l'opposition au Parlement européen, ce qui est pas mal. On a dépassé les Verts. Un petit peu dommage qu'au début du mandat, un certain nombre de délégations, je pense notamment aux Polonais du PiS, je pense notamment à Vox en Espagne, aient choisi de se retrouver dans un groupe un petit peu plus petit qui s'appelle ECR, parce qu'on aurait été une force politique majeure dans le Parlement européen. Mais le temps passant, le groupe Identité et Démocratie se renforce, notamment avec l'arrivée après le Brexit d'un certain nombre de parlementaires. Je crois que vous avez reçu il n'y a pas très longtemps Jean-Alain Lacapelle, qui pour le Rassemblement national est le dernier arrivé. On a eu aussi des parlementaires italiens qui nous ont rejoints. Et donc aujourd'hui, on est une force politique majeure et le Parlement européen, cette majorité un peu hétéroclite qui va du PPE aux communistes de la GUE, parce que ils gouvernent ensemble à l'Europe, est obligé de compter avec notre opposition. Et nous les mettons très régulièrement devant leurs incohérences. Parce que, par exemple, un sujet qui nous tient à cœur, qui est la Turquie, les relations qu'on peut avoir avec la Turquie. Ça fait des années, vous l'avez rappelé, j'étais autrefois député français à l'UMP dans le sud de la France, et on expliquait un certain nombre de choses sur les télévisions, sur les plateaux, et en fait, on faisait l'inverse dans la réalité du Parlement. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai quitté l'UMP à l'époque. Ça continue. Ici, à Paris, en France, vous avez les députés LR qui nous expliquent que c'est terrible ce que fait Erdogan, on veut plus de la Turquie en Europe. Au Parlement européen, depuis 1 an et demi, ils continuent de voter les crédits pour que la Turquie adhère à l'Union européenne. Ils continuent de voter des crédits pour que la Turquie retienne des soi-disant migrants qui doivent passer. En fait, la Turquie les fait venir et c'est une sorte de prime qu'elle reçoit de l'Union européenne. Et dans l'ensemble des domaines, tient un double discours. Un discours français sur le thème « Nous sommes très sérieux », un discours européen où ils votent avec les communistes. Donc c'est important d'avoir ce groupe Identité et Démocratie qui permette de mettre les autres délégations devant leurs incohérences. Je parlais du Parlement européen. Je me suis aperçu d'ailleurs en préparant cet entretien que les parlementaires européens ne siègent plus à Strasbourg depuis la crise sanitaire, c'est-à-dire depuis février. Alors ils siègent à Bruxelles. Vous siégez à Bruxelles, la situation sanitaire n'est pas meilleure d'ailleurs qu'à Bruxelles, qu'à Strasbourg. Mais Sassoli, qui est le président du Parlement européen aujourd'hui, a profité de la crise, comme beaucoup d'autres, mais plus encore au Parlement européen, pour mettre la démocratie européenne sous cloche. Parce qu'on ne siège pas non plus à Bruxelles.
En fait, ils ont tout fermé. Aujourd'hui, c'est le côté ridicule. On ne vote plus dans l'hémicycle, on vote par fax. On vote par fax ou plutôt par email. J'essaye un peu de les ridiculiser. Il y a plus de débat puisque l'hémicycle de Strasbourg est totalement fermé. Celui de Bruxelles, on peut s'y retrouver au moment où on parle, la fameuse minute, puisque les débats à Bruxelles sont très encadrés. Et ça les arrange, en fait, de ne pas évoquer les grands sujets. Et c'est un vrai enjeu pour Strasbourg, parce qu'effectivement, ça remet en cause cette présence du Parlement à Strasbourg. Le siège du Parlement européen est à Strasbourg, il n'est pas à Bruxelles. Et ils ont utilisé cette crise du Covid pour tout doucement éteindre et tenter d'éteindre cet exercice. 500 millions d'euros au bas mot pour des travaux de votre Parlement à Bruxelles. Est-ce que finalement, vous n'avez pas le sentiment quand même que les députés européens à Strasbourg, c'est de l'histoire ancienne, quoi, ça ne reviendra pas? Je ne crois pas. Je pense que d'abord, on a des traités. Si on ne respecte pas les traités, il n'y a plus rien à respecter. L'histoire de cette Europe, avant que ce soit l'Union européenne, elle se fait autour notamment d'un siège du Parlement à Strasbourg. Et c'est important qu'on continue à se battre pour Strasbourg. On a d'ailleurs un certain nombre de parlementaires qui vont faire leurs interventions depuis Strasbourg. Alors non pas de l'hémicycle, une petite salle, parce qu'ils se sont sentis contraints de le faire. Donc il y a une petite salle où ils peuvent s'exprimer. Et on continuera à se battre pour que ce Parlement européen soit à Strasbourg. Les incohérences de la Commission ne doivent pas nous faire céder. Je veux dire, les choix, les décisions, ça appartient au peuple. Ça appartient pas à une commission dont on connaît à peine les noms des différents commissaires, non élus, éloignés des peuples. C'est pas à eux de décider où est-ce qu'on se réunira. Le Parlement se réunit là où les traités l'ont décidé, là où les peuples l'ont décidé, c'est à Strasbourg. Le reste est illégal et antidémocratique. Alors nous évoquions à l'instant la crise sanitaire, le Covid. Vous avez des mots très durs, je le vois sur vos réseaux sociaux, sur Twitter par exemple, des mots très durs pour l'exécutif, pour Emmanuel Macron et son gouvernement. Et je me dis, mais qu'est-ce que vous auriez fait de plus? Qu'est-ce que vous auriez fait de moins? Il y a tellement de choses. D'abord, j'ai des mots durs parce qu'ils utilisent cette crise pour rentrer dans... Ils aiment bien ce mot illibéral. Ils sont en train de rentrer dans un régime illibéral, Emmanuel Macron et le gouvernement Castex. C'est-à-dire qu'ils se moquent bien de l'ensemble des règles démocratiques et ils sont en train d'imposer aux Français une vie nouvelle à travers ce prétexte de la crise du Covid. Ils sont en train de rentrer dans nos vies quotidiennes. De quoi se mêle-t-il de nous dire qu'on doit être 6 à table sans compter les enfants pour Noël? Enfin, je veux dire, en quoi ça regarde le gouvernement? En quoi 6, 7 ou 10 personnes, ça change quelque chose sur le plan sanitaire? Vous avez une communauté scientifique qui est incapable de dire si ça change quelque chose ou non. Donc on voit bien que c'est un prétexte. Alors il y a plusieurs événements. Il y a d'abord la crise... Il n'y a pas de complot, Jérôme Rivière, il n'y a pas de complot du gouvernement pour empêcher les gens d'être plus 6 à Noël. C'est pas un complot, c'est une volonté d'emmerder les Français. Excusez-moi d'être mal élevé, mais c'est clairement une volonté d'être intrusif parce que ça leur permet de cacher la réalité de leur inaction et de leur incapacité à gérer cette crise correctement. Il y a d'abord fin février, début mars, quand ils réalisent que la crise est grave, ils se lancent dans un confinement extrêmement brutal. Ils nous confinent et ils empêchent les restaurateurs de travailler, mais ils nous envoient voter. On voit que tout ça est très incohérent. À la limite, c'est le début de la crise. Et c'est facile d'être en opposition et de critiquer a posteriori. Donc je leur donne quelque part un droit à l'erreur à ce moment-là. Mais on se rend compte que la véritable difficulté à laquelle l'ensemble des pays sont confrontés, c'est la capacité à avoir des lits en réanimation. Et on fait le constat qu'en France, on a moins de 7000 lits et qu'en Allemagne, on en a 28 000. On dépense la même chose en pourcentage du PIB en France et en Allemagne sur notre santé. Donc on voit qu'il y a un gros problème. Donc le boulot du gouvernement à ce moment-là, c'est de se lancer éperdument dans la création de lits de réanimation, dans la formation éventuellement d'étudiants en médecine pour les faire venir sur le temps où ils sont confinés pour pouvoir armer, si je puis dire, ces lits de réanimation. C'est de faire en sorte que l'hôpital public fonctionne avec le privé. Il y a des milliers de choses à faire entre le mois de mars et le mois d'octobre, quand on réalise qu'il y a une soi-disant deuxième vague, j'arrive pas à bien comprendre, les scientifiques n'étant pas d'accord, n'étant pas moi-même scientifique, si j'ai pas un consensus de la communauté scientifique, je m'interroge. Et ils n'ont rien fait. On voit bien qu'il n'y a pas un seul lit qui a été créé. On voit bien qu'il n'y a pas d'efforts qui ont été réalisés par le gouvernement pour répondre à cette crise. Et ils nous emmènent vers quelque chose qui va être un désastre tout au long de l'année 2021 et sans doute 2022, c'est-à-dire le blocage de l'économie.
et l'asphyxie de PME, d'artisans. Mais derrière des PME et des artisans, c'est des vies, c'est des êtres humains, c'est des Françaises, des Français qui se retrouvent sans pouvoir payer leur loyer, qui se retrouvent dans l'incapacité de payer la cantine à leurs enfants le jour où ça reprendra. C'est l'incapacité de fêter Noël correctement parce qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de cadeau de Noël. C'est une misère humaine énorme qui est en train d'être créée, et ça c'est très injuste, et ce gouvernement Macron a été incapable de... Je reste sur la crise sanitaire. Vous dites que vous n'arrivez pas à bien tout comprendre, moi aussi, mais j'ai du mal à comprendre votre position sur la vaccination. Alors, j'ai bien compris, vous étiez un partisan de la vaccination, parce que je vous cite, la vaccination est quelque chose d'essentiel pour la santé publique. Le principe de la vaccination. Ah oui, parce que quel est le reproche que vous faites au gouvernement? C'est d'introduire le doute. Non, il demande que les gens se vaccinent, ils considèrent comme vous que c'est essentiel pour la santé publique. Non, c'est très différent. Le gouvernement, la vaccination, c'est important parce que effectivement, on peut éradiquer un certain nombre d'épidémies, on peut éradiquer un certain nombre de maladies. Et je me suis fait vacciner la semaine dernière contre la grippe parce que c'est un vaccin connu, répertorié, et que je considère, mon choix de citoyen, d'homme libre, c'est que j'ai envie de me faire vacciner, de me protéger contre la grippe. J'adhère, j'ai confiance dans ce médicament, dans ce vaccin qui nous est proposé. Le vaccin contre la Covid est développé dans des conditions d'opacité absolue qui font que la confiance n'est pas là. La vaccination, pour que ça fonctionne, il faut que les gens adhèrent. On vous dit, on va vous injecter quelque chose, vous ne savez pas bien ce que c'est, et on vous dit, ça va vous protéger, et ça va protéger les autres. S'il y a la confiance, si vous comprenez intuitivement que c'est quelque chose de positif, on peut y adhérer. Là, aujourd'hui, on vous dit, vous savez quoi, ce vaccin, on l'a développé en quelques mois, d'habitude, il faut 6 à 7 ans. Déjà, vous interrogez, vous voulez comprendre. Donc, vous voulez avoir des scientifiques qui viennent nous dire « Vous inquiétez pas, tout fonctionne ». L'argent, ça achète pas tout. Et notamment, vous avez ce monsieur Vaccin là, du gouvernement qui a fait l'autre jour son petit speech à côté de Jean Castex, Premier ministre, en expliquant « On ne sait pas si ça va nous protéger, on ne sait pas si ça va nous immuniser, on ne sait pas si c'est vraiment utile ». Et il a rappelé l'essentiel, on n'a pas de recul. On a 3 mois de recul. Et donc des effets secondaires dans 6 mois. Dans 1 an, dans 18 mois. La logique en médecine publique, c'est d'avoir du temps et du recul parce qu'on va engager des populations entières à avoir un vaccin, il faut en connaître les conséquences. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que les contrats entre les instances qui sont la Commission européenne, puisque c'est elle qui a négocié pour le compte des États, et ces grands laboratoires pharmaceutiques, ils sont occultes, opaques, on n'a pas le droit de les voir. Parlementaires européens, je n'ai pas le droit d'aller voir les contrats tels qu'ils ont été négociés. La seule chose qu'on a appris, c'est que, en fait, les laboratoires étaient par avance exonérés par la Commission des dommages et intérêts qu'ils devraient payer s'il y a des effets secondaires. C'est-à-dire qu'en gros, si demain matin, on se rend compte que, je sais pas moi, j'ai une fille, l'un des sujets et l'une des inquiétudes que j'ai, est-ce que ça a des conséquences sur la maternité? Parce que c'est déjà arrivé qu'il y ait des vaccins qui viennent empêcher des jeunes femmes d'avoir des grossesses normales. Donc c'est un vrai sujet, une vraie inquiétude. Tous les scientifiques vous disent, en 3 mois, on n'a pas le recul pour le faire. On ne peut pas le savoir. Donc c'est quand même un peu embêtant de dire à des populations, allez-y, vaccinez-vous, on ne sait pas quelles seront les conséquences, soyez cobayes, d'autant que la mortalité sur la Covid est une mortalité toujours terrible et grave pour les gens qui meurent. Chaque mort est inacceptable. Mais si vous le prenez au niveau d'un État, le nombre de gens qui meurent de la Covid est un nombre qui fait s'interroger sur la nécessité de vacciner tout le monde sans savoir quels sont les effets du vaccin. Il faut protéger les populations à risque. On sait que c'est à partir d'un certain âge qu'on est à risque. On sait que ce sont des gens qui ont ce qu'on appelle les comorbidités, c'est-à-dire qui ont d'autres maladies ou besoin d'autres traitements. Donc organisons déjà la protection de ces gens-là. N'arrêtons pas la totalité de la société. Prenons le temps d'estimer et de valider que ce vaccin n'a pas des conséquences sur la santé très graves. Et surtout, si jamais ce vaccin se révélait ayant des conséquences négatives sur la santé, c'est le système même de la vaccination qui serait remis en cause. Et ça, c'est embêtant parce que le système même, le principe même de la vaccination est un principe positif. Et je ne voudrais pas qu'en raison d'un aveuglement du gouvernement, qu'en raison d'une volonté de faire des profits excessifs de la part de laboratoires, on vienne casser le système même de la vaccination qui a été un progrès pour la santé publique. Je poursuis en sautant d'une crise à l'autre, mais il y en a plusieurs qui se succèdent et
qui s'imbriquent entre elles, c'est la crise sécuritaire. Vous avez voté à l'Assemblée nationale française, donc vos collègues de l'Assemblée nationale, l'article 24 de la loi sécurité globale. Ils ont voté la loi. Ils ont voté la loi, et donc l'article avec. Dont l'article 24. Donc en fait, il n'y a pas de violence policière, ou même de violence de policiers pour le Rassemblement national? Oui, là, vous avez tout dit. Violence de policiers ou violence policière, ça n'a rien à voir. Il y a des violences de policiers comme il y a des violences de... Ça arrive. Il y a chez les journalistes, chez les politiques, chez les policiers, des sales personnes. Mais c'est l'exception. La réalité, c'est que l'immense majorité des policiers fait correctement son travail. Donc qu'il y ait des violences de policiers, c'est possible. Des violences policières, non, parce que la police a l'exclusivité de la violence légitime. C'est-à-dire que quand vous avez des manifestants qui viennent ou quand vous avez un cambrioleur qui vient, la police est en droit d'utiliser la violence, c'est la seule détentrice de la violence légitime. Donc parler de violence policière, ça veut dire qu'en fait les policiers sont par nature violents et que la violence serait illégitime. Lorsqu'il y a une utilisation de violence illégitime, le cas de l'affaire Michel Zecler, on peut se poser un certain nombre de questions. Les images, effectivement, amènent à se poser des questions. Est-ce qu'il y a une enquête voilà, c'est diligenté par l'IGPN. Il y a un procureur de la République qui est saisi. Parce qu'il y a eu des images. Il y aura voilà. Parce qu'il y a eu des images. Parce qu'il y a eu des images. Mais là, donc l'article 24. Et non, l'article 24, il protège les policiers parce que les images, si on les lance en pâture à l'opinion publique de façon... avec une volonté de nuire, si on donne leur adresse, si on les met en danger. Or, c'est les premiers à nous protéger. Et donc, l'article 24, il ne dit pas qu'il ne faut pas donner ça au procureur de la République. L'article 24, il ne dit pas qu'il faut protéger les policiers contre les bavures qu'ils commettraient. S'il y a bavure, elle doit être sanctionnée. Mais l'article 24, il rappelle avant tout que les policiers sont des gens qui sont là pour nous défendre, pour assurer la sécurité des Français. C'est les premiers à risquer leur vie. Et un exemple, simplement. Lorsque il y a une bavure potentielle avec l'affaire Michel Zecler, on en parle matin, midi et soir sur la télévision, les réseaux sociaux, partout. Le dimanche qui suit, place de la République, pour manifester contre cet article 24, il y a 98 policiers blessés. On a parlé 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. À la limite, c'est quasiment normal que les policiers soient blessés. Ben non, leur boulot, c'est pas d'être blessés. Leur boulot, c'est de protéger les Français. Et moi, quand je me fais arrêter par un policier ou si quelqu'un m'interpelle, je pars pas en courant. Je m'arrête, je réponds aux policiers et je décline mon identité, c'est la loi. Et vous déclinez votre plan de confiance républicaine pour la police, puisque votre formation politique, le Rassemblement national, a fait 40 propositions pour la restauration, je cite, d'un État protecteur. Et alors là, je me suis aperçu, vous êtes comme la France insoumise ou la gauche, vous êtes favorable, c'est le point 19. Non, réflexion sur l'organisation et la réforme de l'IGPN, un point de vue partagé par la gauche, c'est le point 19 de votre intervention. Oui, c'est parce que aujourd'hui, on voit bien qu'il y a... Après, il y a ce qu'on estime comme étant une réalité, c'est-à-dire que la police est l'outil qui assure des hommes et des femmes qui assurent la sécurité des Français. Derrière, quand j'étais surpris, il y a 2 sondages qui sont sortis la semaine dernière, l'un qui disait que 50% des Français avaient confiance dans la police, l'autre 60%, c'est relativement faible. Donc il existe bien aujourd'hui entre une partie des Français et la police et les forces de l'ordre une incompréhension. Et donc il faut se poser la question de savoir pourquoi il y a cette incompréhension et il faut sans doute se poser la question sur la façon dont l'IGPN, qui est l'inspection générale de la police nationale, c'est-à-dire ceux qui inspectent les policiers pour vérifier lorsque vous dénoncez une infraction, vérifier qu'elle est correctement sanctionnée. Il faut s'interroger sur la façon dont elle fonctionne pour rassurer les Français. Je crois que c'est important qu'on recrée un climat de confiance entre les Français et leur police, parce qu'aujourd'hui, il y a un mouvement politique qui est incarné par la France insoumise, par les islamo-gauchistes, qui est de mettre un coin entre la police et les Français. Et c'est un mouvement mondial. Vous savez, aux États-Unis, vous avez quelque chose qui s'appelait le defund de police, enlever les fonds pour la police. C'est un mouvement anarcho-gauchiste qui existe, qui a comme objectif de déstabiliser les sociétés occidentales. Et il les déstabilise notamment avec l'immigration massive, mais il les déstabilise aussi en pointant du doigt les policiers qui seraient violents. C'est dangereux pour notre équilibre. Donc il faut restaurer les paramètres de la confiance entre les Français et la police. Et ce ne sera pas très compliqué, parce que les policiers méritent notre confiance. Le renforcement de la sécurité en France, c'est aussi le renforcement de la sécurité en Europe. Et vous êtes un spécialiste des questions de défense. J'ai vu que le SPD allemand, le socialiste, qui participe au pouvoir et au gouvernement en Allemagne, propose une force armée devant la Commission européenne, dont la Commission européenne assurerait le commandement. C'est une 28e armée, une armée européenne. Cela a du sens pour renforcer le poids de l'Europe face aux autres blocs, non ? Pas du tout, mais non, pas du tout. Une armée,
C'est avant tout un outil opérationnel au service d'une nation pour défendre une nation. L'Europe n'est pas une nation. L'Union européenne n'est pas une nation. Ce sont un certain nombre de nations assemblées les unes à côté des autres qui ont des intérêts communs, qui peuvent partager des coopérations. Mais demain matin, il n'est pas possible d'avoir une armée sans qu'il y ait un chef d'État, sans qu'il y ait un état-major. Et donc c'est vouloir créer artificiellement quelque chose qui n'existe pas. Qu'il y ait des coopérations, qu'il y ait des opérations montées avec des forces françaises, avec des forces allemandes, avec des forces d'autres pays de l'Union européenne est une bonne chose. Mais derrière, créer un commandement dans lequel vous auriez des Français, des Italiens qui viennent pour dire je suis militaire européen. 1500 soldats, on parle de 1500 soldats. Mais c'est une forfaiture. Je dis pas que c'est une forfaiture. Si, vous avez dit. Mais oui, mais parce que ça ne sert à rien. C'est encore de l'argent gâché. Vous allez envoyer des gens avec le drapeau européen pour risquer leur vie. On risque pas sa vie pour le drapeau européen qui ne veut rien dire. L'Union européenne, c'est un système qui veut supprimer les nations européennes et présenter un autre projet, un projet alternatif. Et c'est en ça qu'au Rassemblement national, nous opposons à l'Union européenne. On ne s'oppose pas à l'Europe. On ne s'oppose pas à des coopérations en Europe. On ne s'oppose pas à une forme de communauté européenne. Ce qui s'est produit depuis 1992, rappelez-vous, 1992, c'est Maastricht, c'est lorsqu'on a décidé de donner notre monnaie à gérer à des fonctionnaires qu'on ne connaissait pas. Or, les rois de France, ils se sont battus pendant des centaines et des centaines d'années pour imposer le fait que ce soit les rois de France qui battaient monnaie. Parce que battre monnaie, c'est-à-dire mettre votre monnaie, c'est ce qui vous donne l'une de vos puissances régaliennes. Donc, depuis 92, on est rentré dans un processus où vous avez des fonctionnaires à Bruxelles qui ont décidé qu'ils allaient décider pour tout le monde. Ça marche pas. Et la défense est un sujet qui en plus clairement exclu des traités, donc il n'est pas question une seconde de céder à cette lubie qui coûtera de l'argent et qui ne servira à rien. Aujourd'hui, on a une armée française qui fait correctement son boulot en dépit d'un budget vraiment pas assez important et en dépit de sa mise sous tutelle dans le cadre de l'OTAN, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à cause de Nicolas Sarkozy, on se retrouve dans le commandement militaire intégré de l'OTAN, c'est-à-dire que des militaires américains commandent des militaires français. Donc avec Marine Le Pen, ce que nous souhaitons, c'est quitter le commandement militaire intégré. Ça ne veut pas dire qu'on quitte l'OTAN. On retourne à la situation qu'avait créée le général de Gaulle à l'époque, qui est de dire on appartient à l'OTAN en tant qu'outil diplomatique. On est intégré dans un certain nombre de discussions diplomatiques pour savoir si ça nous intéresse ou non de participer, mais on n'est pas sous l'autorité des militaires américains. Parce que si on continue, vous avez de temps en temps un certain nombre d'Américains qui ont comme lubie de se fâcher avec les Russes. J'ai aucune envie que demain matin des militaires français soient engagés dans un conflit avec les Russes. On voit bien que dans l'OTAN, on a la Turquie qui est un allié dans l'OTAN, qui n'est pas un allié de la France. Et donc on peut se retrouver dans des situations totalement paradoxales où on se retrouvera engagé dans des conflits qui ne sont pas les conflits de l'intérêt de la France. Ah, ces questions de défense, elles vous plaisent, c'est votre spécialité. Oui, c'est important parce qu'on dit que vous êtes le ministre de la Défense en cas de victoire de Marine Le Pen en 2022, c'est le cas alors? Non, ce que j'espère, c'est que Marine Le Pen sera effectivement élue en 2022 et qu'on pourra proposer pour les Français et pour la France un projet qui fonctionne. Ça fait vraiment beaucoup trop longtemps. Est-ce que vous êtes réparti déjà des ministères? Ce ne serait pas d'ailleurs scandaleux ça ne serait pas scandaleux que vous spécialisiez les uns et les autres dans des... Il y a un certain nombre de gens qui entourent Marine Le Pen qui connaissent des sujets mieux que d'autres et qui sont là pour apporter des compétences. Après, la répartition dans une équipe, d'abord, ça appartient au président de la République, donc en l'occurrence à Marine LePen de décider ce qu'elle voudrait faire dans un gouvernement. Derrière, l'envie de servir, elle est évidente, mais c'est le choix du président de la République. Et aujourd'hui, il n'y a pas de shadow cabinet, ça marche pas. Ce genre de choses, c'est des trucs les journalistes aiment bien, parce que ça permet de mettre en exergue telle ou telle personnalité. Les étiquettes, c'est toujours bien. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on doit se concentrer sur l'élection présidentielle. Comment on fait pour gagner cette élection présidentielle? C'est la seule chose qui compte. Quitte à faire l'impasse sur les régionales et les départementales, où le RN serait d'ailleurs moins brillant. Je pense pas qu'on fera l'impasse, parce que moi je crois qu'on va gagner des régions. Et notamment une région qui me tient à cœur, puisque vous le rappeliez tout à l'heure, j'étais député, et quand j'étais député, c'était dans les Alpes-Maritimes à Nice, et qu'en 2017, j'étais candidat dans le Var. Donc j'ai une attache, chez moi c'est le Sud, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Cette région, on va la gagner. On va la gagner parce que les électeurs de cette région en ont ras-le-bol des compromissions des Républicains avec En Marche.
Ils en ont ravent-le-bol d'avoir un Muselier qui passe son temps à faire des clins d'œil à Emmanuel Macron. Ils en ont ravent-le-bol d'un Estrosi, maire de Nice, qui finalement a renoncé à tous les propos qu'il a pu tenir, qui parfois n'étaient pas très éloignés des nôtres. Je vous rappelle quand il parlait de la 5e colonne et qui dénonçait l'islam politique, qui aujourd'hui il a fait un volte-face et il est plus macroniste que Macron. Donc on va gagner. Et ces victoires-là nous permettront de construire de façon encore plus positive la victoire des élections présidentielles. Fixé sur la présidentielle, on évoque déjà la nomination de l'ancien préfet de Dordogne et énarque Christophe Bay comme directeur de campagne de Marine Le Pen. Alors c'est un technicien, pas un politique, c'est l'effet Castex. Non, Je précise que Christophe Bay travaille avec vous au Parlement européen. Oui, effectivement, c'est moi qui l'ai recruté. Il travaille pour la délégation française au Parlement européen. C'est un homme de grande qualité. Il a effectivement des convictions très fortes. Donc, si demain, dans le cadre de l'élection présidentielle, Marine devait le choisir comme directeur de campagne, il arrêterait son travail d'abord au Parlement européen parce que les choses ne sont pas compatibles. Mais plus qu'un effet Castex, je dirais c'est un effet Stefanini. Patrick Stefanini et je pense pas au Patrick Stefanini directeur de campagne de François Fillon. Non, justement, c'est pas celle-là que je pense de campagne. Ça vaut mieux. Je pense à la campagne de 1995, la campagne de Jacques Chirac, qui était un candidat qui avait un certain nombre de qualités en termes de candidat. Je parle pas du programme, je partage pas le programme de Jacques Chirac qui nous a vendu, mais il a su trouver les outils qui permettaient à Chirac de discipliner sa campagne. Et donc en 95, c'est à ça que je pense. On a besoin, et Marine Le Pen a besoin de gens qui ne soient pas que des politiques. On a besoin de logisticiens, on a besoin de gens qui connaissent le fonctionnement de la machine d'État. Et donc on a besoin d'avoir des hauts fonctionnaires. Et c'est aussi un excellent signal parce que Christophe Bay, ce n'est pas quelqu'un qui avait une carrière qui était terminée, c'est pas un ancien préfet, c'est quelqu'un qui a choisi de stopper sa carrière de préfet aujourd'hui pour venir nous rejoindre. Et ça, c'est un signe extrêmement positif. Alors, vous réfléchissez à un directeur de campagne, là, le nom s'impose presque, des ministres. Aussi, si j'en crois Nicolas Dupont-Aignan, le débauchage ou l'arrivée de dizaines de cadres de Debout la France au RN a fait dire à votre ancien partenaire de 2017, Marine Le Pen a coup sur coup sacrifié Marion Maréchal, Nicolas Bay, Florian Philippot, Jean Messia. Elle torpille toutes les personnes qui auraient pu lui permettre de l'emporter. D'abord, en quoi Nicolas Bay? Il est premier vice-président du groupe Identité et Démocratie. Je travaille au quotidien avec lui. Il sera le tête de liste aux élections régionales en Normandie, très probablement. Je dis très probablement parce que annoncé, oui. Parce que c'est pas annoncé, mais c'est une sorte de secret de polichinelle. Il est en rien sacrifié. Il sera une des personnes qui travaille avec nous, au même titre que Jordan Bardella, Thierry Mariani, Jean-Paul Garot ou d'autres. Les cadres de Debout la France qui sont partis, ils rejoignent pas le Rassemblement national. Ils font un groupe à côté comme Thierry Mariani. Exactement. Et c'est bien. C'est possible, ça ? Heureusement, il n'y a pas que du salut dans le Rassemblement national. On a besoin de beaucoup plus large. Et Marine, elle ne sera pas la candidate du Rassemblement national. Elle sera la candidate qui porte un projet. Il faut que le Rassemblement national la soutienne. Le Rassemblement national la soutiendra. Mais il faut qu'il y ait d'autres gens qui la soutiennent. On ne va pas s'enfermer dans un parti politique. Ça n'aurait pas de sens. Donc c'est très bien qu'il y ait des gens aujourd'hui qui disent on a envie de participer à une campagne sans nécessairement être dans le parti politique. Le parti politique, c'est un outil pendant un certain temps. C'est pas la seule chose qui porte un candidat. Oui, mais ça a quand même du sens, ces nouveaux talents. Votre présence à vous, celle de beaucoup de vos amis, est-ce que c'est pas finalement le retour d'une droite patriotique, une droite nationale au sein du RN? C'est la fin du ni droite ni gauche, mais c'est la droite. Non. On parle plus aux électeurs de Fillon que ceux de Mélenchon. Oui, d'accord, mais pendant longtemps, ça a été un désaccord. Je pose la question. Mais ça a été un désaccord que j'ai eu avec Marine Le Pen pendant un moment, parce que dans les bureaux nationaux, je lui ai expliqué, mais on va rassembler la droite. Elle me dit, mais Jérôme, arrête, tu comprends pas. Et en fait, elle a raison. On a changé les choses. Aujourd'hui, c'est plus droite et gauche. Parce que Xavier Bertrand, il est de droite. J'ai rien à voir avec Xavier Bertrand. Vous avez Estrosi qui dit qu'il est de droite. J'ai rien à voir avec Christian Estrosi. Aujourd'hui, le monde, il est séparé en deux, le monde politique, entre ceux qui sont européistes, mondialistes, immigrationnistes. C'est eux qui veulent pas de frontières. C'est eux qui veulent toujours plus d'immigrés. C'est eux qui veulent toujours moins de protection pour faire venir des produits de l'étranger. C'est eux qui nous vendent à la Chine, Raffarin. Et de l'autre côté, vous avez les patriotes, populistes, nationalistes, souverainistes, le mot qu'on veut, et qui sont des gens qui pensent qu'il y a un avenir en France, qu'il y a un avenir avec la France. Pas isolée, pas toute seule, en coopération avec d'autres nations, mais que la France constitue un avenir possible pour les citoyens français. Et ben c'est ce camp-là. Et donc ce camp-là, il y a des gens qui viennent de ce qui était autrefois des partis de droite, effectivement, ils sont majoritaires. Vous avez aussi des gens qui viennent d'autres partis. Je pense à Andrea Cotarac, on ne se serait pas croisés il y a 10 ans, on n'aurait rien eu à voir ensemble. Derrière, avant tout, ce qui l'intéresse, c'est la France, la souveraineté de la France, et on a trouvé des points d'accord essentiels. Donc les choses, il
ne faut pas essayer de revenir à des modèles anciens. Je pense qu'aujourd'hui, on est sur quelque chose de nouveau. Et ça s'est illustré aux États-Unis. Entre d'un côté Biden, qui est le mondialiste immigrationniste, et Trump de l'autre côté, qui est un populiste patriote. C'est ça le vrai clivage qui existe aujourd'hui. Et c'est sur ce clivage-là que se fera l'élection présidentielle. Eh bien, merci beaucoup, Jérôme Rivière. Merci, Martial.